Le rivage des Salish est né de la violence des vagues et de la force des vents. Un littoral rude et majestueux. Son plateau rocheux court sur 7500 km le long d'une forêt et s'achève en mer, dans une grande barrière de kelp, à la frontière avec le large. Séparée de l'océan Pacifique par l'île de Vancouver, la mer des Salish longe une partie de la Colombie-Britannique au Canada et de l'État de Washington aux États-Unis. Dans sa partie sud, la force des vents amplifie la puissance des courants froids venus du Pacifique Nord. Mais qui sait faire face aux éléments se voit récompensé à Salish. Dans ces eaux froides et chahutées, la concentration en nutriments atteint des valeurs incroyables. Une vie aux multiples formes et couleurs explose. Au petit jour, les courants de marée ont totalement aspiré la mer au pied de la forêt de kelp. Les derniers mètres d'eau quittent la partie du rivage encore immergée. À marée basse, les loutres de mer peuvent s'arrimer aux lianes géantes du kelp pour finir tranquillement leur nuit, sans dériver. Regroupées par centaines, elles forment ce grand radeau bercé par les flots. Les loutres prennent des forces tant que les eaux sont calmes. Plus haut sur le rivage, la gigantesque plage de grès est à découvert. Avec le temps, le fracas des vagues a creusé une multitude de cavités dans la roche. À marée basse, elles forment autant de piscines naturelles. Et chacune d'elles abrite sa propre communauté. Des colocataires extrêmement fidèles à leurs repères aquatiques. Ce poisson-chabot est né dans cette minuscule forteresse de roche. C'est son territoire et il met un point d'honneur à ne jamais s'en éloigner. Car sur ce rivage tourmenté, les petits poissons comme lui ont besoin d'un abri qui les protège de la violence des vagues et de la déshydratation. Les crustacés, anémones et étoiles de mer qui tapissent son bassin de marée donnent à ce refuge une signature olfactive unique. En poursuivant inlassablement cette piste odorante, lorsque sa cavité est submergée, le poisson-chabot retrouve toujours le chemin du bercail. Pour l'instant, pour Chabot, c'est le calme avant la tempête. Mais pour d'autres, c'est l'effervescence. L'armée des brouteurs se hâte pour faire le plein de nourriture. Des milliers de petits escargots pervenches s'attaquent aux algues qui recouvrent la roche ou jonchent le sol. Ils n'ont que 30 minutes avant d'être à nouveau enfermés dans leur coquille pendant 12 heures. À l'autre bout du rivage, des prédateurs ont attendu ce moment pendant des heures.
Les goélands sont mauvais nageurs. Impossible de plonger leur tête dans plus de 50 cm d'eau. Ils patientent jusqu'à ce que le rivage soit complètement sec pour chasser plus facilement dans les bassins de marée. L'escadrille peut maintenant passer à l'attaque. Prisonnier de sa piscine, le poisson-chabot est une proie facile. Mais il connaît la moindre faille, le moindre recoin où se cacher dans son bassin. Il sait aussi se rendre invisible en mimant instantanément les couleurs de son environnement. Un goéland s'approche du bassin de Chabot. Les coquillages sont les plus exposés, mais tous les habitants sont à la merci du bec de l'oiseau. Lente et bien visible, cette étoile de mer n'avait aucune chance. Elle laisse quelques instants de répit à Chabot et ses colocataires. Pendant ce moment fatidique de l'étale de marée basse, ces grands prédateurs vont piller, mais aussi nettoyer le rivage. Poissons, mollusques, cadavres, insectes, tout y passe. Plus au large, les puissants courants commencent déjà à se former. La marée montante se remet doucement en marche. Les loutres se préparent à cette nouvelle phase de marée. Bientôt, des vagues gigantesques et des courants d'eau glacée déferleront sur le rivage. À Salish, la mer n'excède pas 11 degrés Celsius en moyenne. Ces mammifères n'ont pas de couche de graisse isolante. Leur arme pour résister dans ces conditions difficiles se cache dans leur fourrure d'une densité extrême, plus de 100 000 poils au centimètre carré. Pour la rendre imperméable, les loutres passent plusieurs heures par jour à huiler leurs poils grâce à des glandes sébacées situées sous la peau. Au dernier étage de la grande forêt de kelp qui protège le rivage de Salish de la violence des vagues, les loutres occupent un poste clé. Elles habitent et assurent l'équilibre de cet écosystème connu pour être l'un des plus riches de la planète. Du sol jusqu'au sommet de leurs lianes, les algues géantes forment un véritable immeuble sous-marin. De nombreux crustacés et poissons viennent y pondre à l'abri des prédateurs. Leurs juvéniles forment de grandes nurseries, abreuvées en oxygène et en nutriments piégés par la végétation. Les loutres, garantes de la santé de cette forêt marine, dévorent mollusques et coquillages qui, en trop grand nombre, pourraient déstabiliser cet univers fragile. Pour échapper au flot puissant de la marée montante, les cérianthes ont choisi de s'établir sur les fonds sableux, là où les courants sont plus doux.
Solidement arrimées par leur corps tubulaire, ancré à plus d'1 mètre sous le sédiment, elles dansent dans le courant. Leurs tentacules venimeux en profitent pour capturer le plancton apporté par la marée. Mais cette chorégraphie attire les curieux. Cet animal extravagant est parfaitement aveugle. Comme toutes les limaces de mer, le nudibranche géant se sert de récepteurs chimiques hyper performants pour localiser ses proies. Et il vient d'en trouver une. À l'approche du prédateur, la cérianthe se réfugie dans son tube protecteur. Mais il est trop tard. Le nudibranche dévore déjà les tentacules de sa victime. Cette autre espèce de nudibranche, le citron de mer du Pacifique, est en pleine recherche de son mets favori, les éponges. Il respire en déployant ses branchies à l'arrière et se repère lui aussi aux odeurs grâce à ses 2 organes sensoriels à l'avant. « 36 espèces de nudibranches peuplent la mer des Salish. La lenteur de leur déplacement les rend vulnérables, mais certains ont une arme fatale et arborent des couleurs dissuasives pour le signaler. Ils détournent le venin de leurs précédentes victimes dans des vésicules, exhibées tel un bouclier protecteur. Ce concombre de mer profite lui aussi des courants de marée. Dissimulant son corps dans le sable, il ne laisse dépasser que ses tentacules pour capter la nourriture au vol. À quelques centimètres à peine de cet étrange spécimen, ce petit escargot de mer a du souci à se faire. Il est poursuivi par un géant, dont la large coquille, près de 15 cm, semble elle-même avalée par ce corps. L'escargot de lune de Lewis laboure les fonds sableux à la recherche de mollusques dont il perce les coquilles pour en aspirer l'intérieur. Muni de milliers de cils enduits de mucus, le pied du Lewis est un véritable bulldozer. Heureusement pour ce petit modèle, le géant ne parvient pas toujours à ses fins. Le niveau de l'eau est monté d'1 mètre et la mer envahit maintenant la partie basse du rivage. Elle engloutit les rochers en première ligne. Les lions de mer qui avaient pris leurs aises pour dorer au soleil à marée basse commencent à manquer de place. Chez les mâles, le ton monte. Mieux vaut ne pas chercher les plus costauds qui peuvent peser plus d'1 tonne. Cette colonie vit sur le rivage, mais son terrain de chasse, c'est la haute mer.
au-delà de la forêt de Kelp. À Salish, on l'appelle la mer d'émeraude. La concentration en plancton est si grande qu'elle donne cette couleur verte à l'eau de mer. Morues, harengs, maquereaux et saumons se replient dans cette mer d'émeraude, à la frontière avec le large, en attendant de pouvoir aller chasser sur le rivage à marée haute. Ils partagent ce royaume avec les baleines, les orques et les lions de mer. Après s'être nourrie de petits poissons, cette méduse retourne vers le large, les tentacules chargés de minuscules larves de crustacés qui s'offrent un trajet vers l'océan. En surface, la mer progresse toujours. Poussée par des courants qui circulent à 3 mètres par seconde, elle s'infiltre dans les bassins de marée. Après avoir échappé aux oiseaux, le poisson-chabot doit maintenant résister aux déferlantes. Sur ce rivage très plat, comme dans la baie du Mont-Saint-Michel, la marée montante fait galoper l'eau à plus de 10 km/h. La moindre vague qui atteint le bassin de Chabot est un véritable raz-de-marée. Le Chabot a été littéralement éjecté à 10 mètres de son refuge, à l'air libre. À l'échelle humaine, c'est comme si un adulte était projeté d'est en ouest de Paris en une fraction de seconde, soit plus de 12 km. Mais ce poisson est coriace. Avant lui, des générations de chabots soufflés par la mer se sont adaptés pour déjouer les mauvais coups des vagues. En attendant d'être délivré, il peut extraire l'oxygène de l'air en respirant à travers sa peau. Mais au bout d'une heure, il sera totalement déshydraté. Des millions et des millions de mètres cubes d'eau provenant de l'océan ont fait monter le niveau de l'eau de 3 mètres. Les vagues qui se forment à présent sont les légendaires murs d'eau de Salish. Des rouleaux de 8 mètres qui partent à l'assaut du rivage. Sur leur poste avancé, les moules accrochés à leurs rochers par de puissants filaments, appelés byssus, sont insensibles au courant. En fonction de la violence des flots, elles produisent plus ou moins de ces byssus, chacun 6 fois plus résistant qu'un tendon humain qui les soude à la roche. Certaines moules en fabriquent jusqu'à 70. Ces étranges crustacés
eux aussi collés aux rochers, forment des colonies géantes dans cette zone chahutée. Le corps mou et tubulaire des pousse-pieds leur permet d'affronter les déferlantes sans se briser. Solidement arrimés grâce au ciment qu'ils fabriquent, ils n'ont plus qu'à accompagner le mouvement des flots. Au contact de la houle, les pousse-pieds dégainent leur cire. Ces longs appendices ciliés se déploient dans le courant pour filtrer un maximum de plancton et le ramener à la bouche de l'animal. Ces animaux, hyper adaptés à l'univers agité des saliches, choisissent même d'établir leur colonie aux endroits où les vagues sont les plus fortes. Le plancton y est plus abondant que jamais. Voilà maintenant près d'une heure que le poisson-chabot est en plein air. La mer n'est pas encore arrivée à son niveau et il commence à manquer d'oxygène. Toujours aussi tenace, ce poisson se propulse alors sur la roche grâce à sa puissante nageoire caudale pour rejoindre le cours de la marée. Une autre de ses adaptations à la rudesse des éléments à Salish. Mais le voilà bien loin de son territoire, à la merci de gros poissons. Il va devoir faire profil bas pour ne pas attirer l'attention. Juste à côté de lui, les balanes se mettent en action. À l'arrivée du plancton charrié par la marée montante, elles s'extirpent de leur volcan calcaire. Ces crustacés partagent avec leurs cousins les pousse-pieds ces fameux cirfiltreurs. À un rythme effréné, les fouets agitent l'eau pour faire le plein d'oxygène et de nourriture avant que la mer ne déserte à nouveau le rivage. Elles aussi veulent leur part. Les moules sont parfaitement armées pour se nourrir malgré le courant. En entr'ouvrant légèrement leurs coquilles, elles filtrent des quantités d'eau phénoménales, jusqu'à 15 litres par jour.
Mais parfois, certaines cèdent devant la puissance des flots. Pour le plus grand bonheur d'une voisine, l'anémone verte. À l'arrivée de ce repas servi sur un plateau, la belle carnivore resserre son étreinte pour amorcer la digestion de la coquille. Gare à ces tentacules qui peuvent libérer des milliers de micro-harpons chargés d'une toxine paralysante. Six heures après le début de la marée montante, au moment de l'étale, les courants de marée se sont tus et l'eau qui recouvre maintenant entièrement le rivage est parfaitement calme. Depuis sa cachette, le poisson chabot a perçu cette trêve. C'est le moment ou jamais de rejoindre son territoire. Même perdu jusqu'à 100 mètres de sa cavité pendant plusieurs mois, il serait capable de la retrouver grâce à son odorat. Chabot se lance sur la piste odorante de ses colocataires. Et pour cet effort titanesque, il a besoin d'énergie. Grand opportuniste, il n'hésite pas à s'imposer. C'est Bernard l'ermite, concentré sur les restes d'une balane, vont se frotter à sa détermination. Minutes plus tard, l'étale est terminée. La mer amorce une nouvelle phase de marée descendante. À la frontière avec la haute mer, les courants sont à nouveau perceptibles. Un oursin rouge tente de rejoindre un abri. Grâce à ses pédoncules munis de petites ventouses, il adhère à la roche pour se déplacer, lentement mais sûrement. L'ennui, c'est que l'anfractuosité vers laquelle il s'avance est un antre mortel. Les prédateurs qui s'y cachent sont du genre discret mais infaillible. Le poisson-loup à ocelles s'est spécialisé dans les proies à carapace blindée. Rien ne résiste à la dentition ultra renforcée de cet étrange poisson. Ses canines acérées et ses puissantes molaires broient sans effort oursins, crabes et araignées de mer. Mais aussi voraces soient ces poissons,
ils ne peuvent pas venir à bout du régiment d'oursins violets qui a pris possession du rivage. La marée descendante poursuit sa course et l'odeur des coquillages à découvert attire les grands prédateurs terrestres. Le raton laveur s'invite de plus en plus sur les rivages de Salish. Très adaptable, cet animal a vite étendu son territoire de la forêt, son habitat naturel, au bord de mer qui regorge de nourriture facile. Il entre en compétition avec l'ours noir, en quête de réserve avant son hibernation, et les petits mustélidés comme ce vison. Le poisson chabot n'a toujours pas rejoint son territoire et la marée basse freine sa progression. Dans la forêt de Kelp, le niveau de l'eau a baissé de 2 mètres. L'extrémité des grandes lianes flotte en surface et les loutres sont de retour après la pêche du jour. Pour engloutir leur ration quotidienne de mollusques et crustacés, les loutres ont mis au point une technique ingénieuse. En frappant les coquillages sur des pierres qui leur servent d'outils, les loutres pulvérisent les coquilles. Des replis dans leur peau leur permettent de garder ces pierres sur elles et de conserver la nourriture. Astucieux, mais surtout vital. Car les loutres, comme tous les mammifères, doivent lutter contre l'hypothermie qui les guette dans ces eaux froides. Pour survivre, elles ont besoin de 5 à 10 kilos de nourriture par jour. Proportionnellement, c'est 5 fois la ration quotidienne d'un éléphant et 7 fois celle d'un humain. Le jour touche à sa fin. Les goélands profitent de la basse mer pour faire des réserves avant la nuit. Quelques heures plus tard, la marée montante et ses rouleaux sont déjà de retour sur le rivage. Cette étoile de mer en a fait les frais. Violemment arrachée à son support, elle est encore plus vulnérable au courant. Sitôt au sol, elle déploie des centaines de petites ventouses pour trouver un nouveau point d'ancrage.
Après 9 heures passées loin de chez lui, la montée des eaux est une aubaine pour le poisson-chabot. Il va enfin pouvoir profiter du courant pour remonter plus facilement sur le rivage. Eux aussi se laissent porter par les flots. Le secret de la diversité de la mer des Salish réside dans ce déluge d'animaux microscopiques. Le plancton est un monde à la dérive, peuplé de microalgues et de larves de crustacés, de coquillages ou de poissons. Malgré leur taille minuscule, ces organismes sont la base de toute la chaîne alimentaire marine. Ces petits vers lâchent leurs semences en pleine eau. Au hasard des rencontres, ces gamètes iront peut-être s'unir à ceux des femelles. Ils formeront des œufs qui viendront s'ajouter à ce nuage de vie. À Salish, le plancton nourrit de nombreuses familles d'animaux, du plus petit des coquillages aux géantes baleines qui sillonnent ses eaux. La reine de la nuit, elle, ne se contente pas de plancton. Dans ces eaux du Pacifique Nord vivent les plus grandes pieuvres du monde. L'obscurité est leur royaume. Celle-ci, comme ses congénères, n'aime pas les vagues et déroule ses longs tentacules de 3 mètres sur les fonds sablonneux pour arpenter son terrain de chasse tout en échappant au courant. Elle traque surtout les crabes, son mets de prédilection, qu'elle paralyse avec son venin puissant. Les 2000 ventouses qui tapissent ses bras peuvent maintenir immobiles les proies les plus vigoureuses. Les millions de neurones répartis dans le cerveau et les 8 bras de cette pieuvre lui permettent des stratégies de chasse inventives tout en restant invisible. En plein cœur de la nuit, la mer est à nouveau à l'étal. Un nouveau jour se lève et la marée poursuit sa course inexorable. Des bassins de marée se sont à nouveau formés. Dans celui du Chabot, tout est calme avant la prochaine tempête. De retour dans son fief, ce petit poisson a encore une fois montré qu'il était un des coriaces du rivage. Ce cycle se déroule sans fin sur les rivages de Salish, au gré des changements qui animent cet univers marin, mais auquel les habitants s'adaptent indéfiniment, envers et contre tout.